Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias pour démarrer l'émission. Charles, qu'avez-vous au sommaire ce matin? En avant-première, les coulisses d'une interview dont tout le monde parle depuis hier, la disparition d'un candidat de Koh-Lanta, la place des femmes dans les médias en temps de Covid et la fin du nerf. Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé? C'est France 2 qui a pris la tête des audiences hier soir grâce à Alex Hugo. La série avec Samuel Le Bihan s'est largement imposée avec 5,8 millions de téléspectateurs, soit 26,5% de part d'audience. 5,8 millions, c'est presque le score du foot la veille sur TF1. Absolument. Énorme score pour une série. TF1 se contente donc de la deuxième position avec The Resident. Les 2 épisodes de la série américaine affichent une moyenne de 3,3 millions de personnes au compteur pour 15,6% de part d'audience. La série est largement leader sur les femmes de moins de 50 ans à 31% de part d'audience. Et en 3e place, on retrouve M6 avec la suite du cycle Indiana Jones. La rediffusion d'Indiana Jones et la dernière croisade a fait trembler 2,9 millions de personnes, soit 14,6% du public. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec les coulisses d'une interview qui a fait parler. J'ai regardé les chaînes d'infos hier après-midi, ils étaient tous en boucle là-dessus, y compris hier soir. Voilà, c'est en une de Paris Match depuis ce matin. Le magazine a retrouvé Nafissatou Diallo, la femme de chambre du Sofitel qui avait accusé Dominique Strauss-Kahn de l'avoir violée. Voilà 8 ans qu'on ne l'avait plus vue. Sa dernière apparition publique remonte à la fin du procès, qui s'est terminé par un accord à l'amiable, et elle n'avait jamais parlé à la presse. Alors comment le journaliste a-t-il réussi à la convaincre de parler? Alors il s'appelle Olivier O'Mahony, il est correspondant de Match aux États-Unis. Il avait suivi l'affaire à l'époque. Il a croisé Nafissatou Diallo à plusieurs reprises. Ça a failli se faire et finalement elle n'était pas prête à parler. C'est donc début 2020 et un peu par hasard d'ailleurs qu'il apprend qu'elle a écrit un livre qui est passé inaperçu et qu'elle est peut-être prête à répondre à ses questions. Louise Bernard s'est entretenue avec Olivier O'Mahony qui lui a révélé les coulisses de cette interview. Une interview qui n'a pas été facile à mener. Ça a été compliqué de réaliser cette interview qui a duré près d'une heure et demie parce que en fait Nafissatou Diallo 9 ans après les faits reste extrêmement émotionnel, donc lui poser des questions précises sur des faits qui la ramènent à un cauchemar n'est pas chose aisée évidemment. Les gens l'ont accusé d'avoir manipulé en fait Dominique Strauss-Kahn pour toucher de l'argent, ce qui est une accusation qui l'a fait pleurer littéralement, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle veut parler, c'est qu'elle dit vouloir laver son honneur, et c'est très important pour elle de le faire dans le contexte actuel avec le mouvement MeToo, où la parole des accusatrices est certainement plus respectée qu'elle ne l'était autrefois. Alors on sait que Nafissatou Diallo avait signé un accord à l'amiable avec DSK. Est-ce qu'elle a signé également un contrat de confidentialité? A priori non, et Olivier O'Mahony a évidemment posé la question à Nafissatou Diallo. Elle me dit que l'accord au civil ne l'empêchait absolument pas d'écrire un livre. Et je veux dire que c'était une surprise parce que je pensais en effet qu'il y avait un accord de confidentialité, il n'en est rien. Quant au risque qu'elle prend, moi je ne sais pas. Je pense qu'elle a vu ça avec son avocat, elle sait très bien ce qu'elle fait. Je ne pense pas qu'elle prenne de risques particuliers en parlant. On verra la réaction des avocats de Dominique Strauss-Kahn. Dans l'interview, le journaliste pose toutes les questions sensibles. Il l'interroge sur ce qui s'est passé dans la chambre de 1806 de l'hôtel Sofitel, sur ce qu'elle a fait après ce qu'elle qualifie d'accident, parce qu'elle n'utilise jamais les mots viol ou agression, et sur ce qui s'est passé au niveau de la procédure judiciaire. Alors évidemment, certains estiment que tout cela est passé et s'interrogent sur l'intérêt d'interroger Nafissatou Diallo après tout ce temps, une question qu'on a posée à Olivier O'Mahony. L'objet de l'interview, je pense, ce n'est pas de réouvrir la controverse ni de refaire le procès dans la mesure où l'affaire a été classée. Donc on ne saura jamais ce qui s'est passé dans la suite 2806 du Sofitel. Par contre, je pense qu'il était important de connaître l'avis et le point de vue de Nafissatou Diallo, qui est quelqu'un qui, bien malgré elle, a peut-être changé le cours de l'histoire de France. Et donc on ne savait rien sur elle. Et justement, l'interview révèle plein de choses sur sa vie d'avant, sur la façon dont elle a vécu le scandale, pourquoi est-ce qu'il y a eu ces doutes sur la véracité de ses propos et de ses accusations. Pour la première fois, on ne l'avait jamais entendu jusqu'à présent. Je pense que c'était très important de l'entendre. Olivier O'Mahony, correspondant de Match aux États-Unis, au micro de Louise Bernard. Et puis Charles, on apprend ce matin une bien triste nouvelle. Oui, la disparition d'un candidat déjà emblématique de la nouvelle saison de Koh-Lanta. Il s'appelle Bertrand Kamel et ce sont ses proches qui ont annoncé sa disparition sur les réseaux sociaux avant que l'information ne soit confirmée il y a peu par TF1. Bertrand Kamel, c'est un candidat de la saison actuellement diffusée, c'est ça? Oui, les téléspectateurs ont fait connaissance avec lui il y a 15 jours lors du lancement de Koh-Lanta les 4 terres. Il avait 31 ans, il appartenait à la tribu de l'Est et il s'était illustré par sa bonne humeur et sa volonté de faire. Cette nouvelle saison de Koh-Lanta
a été tourné fin 2019 et c'est après son retour en France qu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer. Cet été, il avait parlé de son combat dans un billet publié sur son compte Facebook. Il promettait qu'il ne lâcherait rien et qu'il se battrait jusqu'au bout. TF1 a réagi dans un communiqué sur Twitter où elle rappelle les qualités de candidat mais aussi d'homme de Bertrand Camel. La chaîne indique qu'en accord avec sa famille, TF1 et la société de production ALP lui dédient cette saison. De son côté, Denis Brognard a publié un long message également sur Twitter. Je suis dévasté par le décès de Bertrand Camel hier soir. Je l'ai connu comme aventurier de Koh-Lanta et je l'ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j'ai partagé tant d'instants privilégiés. Il m'avait ému au Fidji, il m'a bouleversé après. Il m'a impressionné par son courage, son mental, sa tendresse et son altruisme. Denis Brognard poursuit sur Twitter. Un grand monsieur, un mec en or, un aventurier formidable. Sa vie a été courte, mais si riche et intense, faite d'amour, de joie, de générosité. Honorons la mémoire de cet homme si bon. C'est Denis Brognard qui écrit ça et Denis Brognard sera notre invité demain dans Culture Média. Tout à fait autre chose, question, quelle place pour les femmes en cette période de pandémie? C'est la question que s'est posée la députée LREM Céline Calvez dans le cadre d'une mission parlementaire. Vous l'aviez reçue en juin dernier, alors qu'elle était à mi-chemin dans son travail. Oui, on s'en souvient, la mission a été lancée le lendemain de la une du Parisien sur le monde d'après. Ils interrogeaient des spécialistes sur le monde d'après. 4 spécialistes, 4 hommes. Voilà, et l'objectif était de passer du registre du ressenti, puisqu'il y avait eu beaucoup de gens qui avaient été choqués par cette une, passer donc du registre du ressenti à celui des faits. Et je ne vais pas trop vous surprendre en vous annonçant que les résultats de la mission ne sont pas bons. La crise sanitaire a aggravé le manque de visibilité des femmes dans les médias, comme l'a expliqué Céline Calvez à Louise Bernard. On a vu dans cette crise, qui était inédite, notamment par sa dimension sanitaire et scientifique, que les femmes étaient encore plus absentes. On a remonté certains chiffres, on les retrouve dans l'étude, où il y a eu un décrochage les premières semaines. On avait besoin de toute une bande d'experts et d'expertes différents qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir contactés avant. Et là, on a vu les réflexes qui font que c'était plutôt ceux qui avaient le pouvoir dans les sphères scientifiques qui étaient appelés. Or, dans les sciences, on n'est pas encore arrivé à reconnaître toutes les compétences et toute la place qui doit être dévolue aux femmes. Et là, ça s'est vu. Et donc, si il y a eu un rattrapage après, les premières semaines ont été vraiment le cadre d'un relâchement des experts. C'est notamment le cas dans l'émission C'est dans l'air. C'est dans l'air, depuis ces premières années, il y avait beaucoup une présence masculine. Ils étaient parvenus, sous l'impulsion de la présidente de France Télévisions ou de Caroline Roux aussi, à arriver à 50% d'expertes au mois de janvier. Et après, ça a dégringolé. Donc là, même quand on fait attention, la vigilance n'est pas encore à la hauteur. Constat terrible, comment fait-on pour changer ça? Le rapport se termine par 26 préconisations pour faire avancer les choses. Des préconisations qui invitent dans un premier temps à mieux mesurer la place des femmes dans les médias pour mieux pouvoir la faire évoluer. L'idée d'un bonus-malus pour récompenser les médias les plus proactifs et pénaliser ceux qui ne respectent pas les obligations légales est également évoquée. Mais la députée est lucide, il y a encore du travail. Déjà, pour changer, il faut savoir d'où on part. Et donc, si nous n'avons pas encore assez développé, notamment dans la presse écrite, les réflexes et les indicateurs pour compter et bien révéler quelle est la place des femmes, il faut y passer. Les médias audiovisuels sont habitués. Les médias de presse écrite, non. À partir du moment où on a ces constats et ces vigilances, eh ben, il va falloir aussi inciter à progresser. Et progresser, ça passe aussi bien par des formations, ça passe aussi par le fait de se fixer des objectifs communs. En fait, c'est une responsabilité partagée, c'est du quotidien. On ne peut pas se contenter de faire comme ça une étude tous les ans en se disant « Ah, bah c'est bien ». Non, il faut que ça soit vraiment à l'esprit de chaque personne, les médias, les experts, les institutions. La députée Céline Calvez au micro de Louise Bernard. Et on termine ce journal, Charles, comme hier d'ailleurs, par la fin d'une ère. Oui, hier, je vous annonçais la fin de l'incroyable famille Kardashian. Aujourd'hui, c'est celle de The Walking Dead. A priori, pas trop de rapport entre Kim Kardashian et les zombies. On sait pas. La chaîne câblée américaine AMC a annoncé que sa série phare, qui avait été lancée en 2010, prendrait fin à l'issue de la 11e saison. Pourquoi c'est un événement? Parce que The Walking Dead a battu des records d'audience sur cette toute petite chaîne câblée. Elle est passée devant les mastodontes des grandes chaînes américaines. Elle a explosé les scores, mais vraiment, sur les 18-49 ans, qui sont l'équivalent américain des fameuses ménagères dont on parle. Voilà, la cible fétiche des annonceurs américains. Alors depuis, les audiences se sont sensiblement érodées, mais la série reste un monument de la télé américaine. Un monument qui aura droit à une belle fin, en bonne et due forme.
planifiée longtemps à l'avance. Alors, ça sera pour quand cette fin ? Alors Philippe, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de vous faire à l'idée. Cette 11e saison qui était attendue à l'origine en 2020, elle a été décalée à 2021 en raison du Covid-19. Elle comptera pas moins de 24 épisodes qui seront diffusés en 2021 et en 2022. 24 épisodes qui s'ajoutent aux 6 épisodes restants de la saison 10. Donc c'est en les tout, je fais les comptes, il reste encore 30 épisodes de la série de Morts-Vivants à diffuser sur les 2 années à venir. Et après, fini les zombies. Même pas, parce que The Walking Dead a déjà un spin-off qui s'appelle Fear the Walking Dead, dont la 6e saison est attendue le mois prochain, et que la chaîne AMC prépare déjà une 2e série dérivée, centrée sur 2 des personnages principaux de The Walking Dead. Les zombies n'ont donc pas dit leur dernier mot, loin de là. Merci beaucoup Charles Decamp. À demain pour un nouveau journal des médias.